Il reste 130 jours à Cadillac pour être prêt pour le premier Grand Prix de la saison 2026 de Formule 1 et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on ne savait pas du tout s'il serait prêt. Depuis maintenant plusieurs années, Cadillac travaille d'arrache-pied sur son projet F1, un processus qui est titanesque, qui est infernal de partir d'une feuille blanche pour construire une écurie de Formule 1, un projet à plusieurs centaines de millions de dollars sans aucune garantie, que ce soit d'ailleurs pour entrer en Formule 1 ou y connaître le succès. Mais désormais, on peut le dire, tout est en train de s'aligner doucement pour que Cadillac soit prête pour le premier Grand Prix de la saison 2026. Alors, la dernière fois que l'on avait parlé de Cadillac, c'était par rapport à ce projet et son entrée en catégorie reine du sport automobile. On avait vu ensemble qu'il y avait beaucoup d'éléments économiques et surtout politiques pour comprendre son entrée et que globalement, la Formula One Management, l'entreprise Formule 1, ne voulait pas forcément d'une 11e écurie, contrairement à la Fédération internationale de l'automobile, la FIA. Et finalement, tout le monde avait réussi à s'entendre. Alors, je vous rappelle que le projet Cadillac est à l'origine le projet Andretti. Ce projet a été repris en main par Dan Taoris, le PDG de TWG Motorsport, qui détient les équipes Andretti aux États-Unis et il est devenu CEO de l'écurie Cadillac F1 Team comme on l'appelle aujourd'hui. Je vous rappelle aussi que derrière toute cette structure américaine, il y a un milliardaire qui s'appelle Mark Walter et qui lui a envie de rentrer en Formule 1, pas forcément pour les strass et les paillettes et les girlfriends des pilotes que l'on filme pendant les Grands Prix, mais surtout pour y gagner du pognon. Voilà, car oui, acquérir une place en Formule 1 est aujourd'hui synonyme de futurs gains à plus ou moins long terme, car lorsque l'on valorise une écurie qui court en Formule 1, avec la situation économique de la F1 actuelle, ça va chercher minimum dans le milliard de dollars, si pas plus évidemment. L'arrivée de General Motors et donc de Cadillac est aujourd'hui, pour le moment, seulement un sticker et une belle vitrine marketing. Cela peut aller plus loin en termes d'engagement dans le futur, mais encore une fois, ce qui compte pour la Formule 1, c'est l'image de marque. Et Cadillac ou General Motors, ça parle à un peu plus de monde que Andretti, n'en déplaise aux spécialistes évidemment. Mais bon, nous dans le sport auto, on connaît Andretti évidemment. Alors évidemment, on a toujours le côté sportif en suspens jusqu'au moment où Cadillac posera sa première voiture sur la piste, mais depuis on commence à voir la concrétisation de ce projet dans le réel par des prises de parole, des gens qui bossent dans l'écurie et non seulement ça rassure, mais ça permet aussi de se projeter un petit peu plus sur ce qu'il se passe en coulisses pour Cadillac. Alors, ils ont signé leur duo de pilotes avec Sergio Pérez et Valtteri Bottas. Ils ont un plan de test avec une ancienne Ferrari. On a plusieurs longues interviews de Graham Lawdon, qui est donc le team principal et l'artisan, si vous préférez, du projet Cadillac, qui explique les contours de ce projet et où il en est aujourd'hui. On commence à voir apparaître certains sponsors, mais encore une fois, il reste beaucoup de questions en suspens et on aura les réponses au fur et à mesure jusqu'à 2026. Alors, quand on avait abordé le sujet de Cadillac, j'avais des réticences sur la manière dont le projet était mené, dans le sens où ça mêlait tellement de la politique, des manœuvres économiques, etc. que c'était hyper difficile de se concentrer sur le sportif. Et j'avais une impression un peu d'infaisabilité du projet, voire d'amateurisme entre guillemets, tellement ça paraît complètement fou de se lancer là-dedans. Et aujourd'hui, je reconnais que j'ai un regard assez différent et même peut-être plus positif. Voilà, oui, Cadillac devrait être prêt à temps pour la saison 2026 de Formule 1. Voici comment. Et si Cadillac veut réussir son entrée en Formule 1, il faudra se concentrer sur la technologie à l'usine, travailler ses données et surtout les protéger. Et justement, en parlant de sécurité et de données, je voulais vous présenter le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Alors je l'utilise depuis maintenant plus de 3 ans. CyberGhost VPN est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs. C'est même l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP, chiffrer vos données et redirige l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel VPN sécurisé. Vous pouvez vous géolocaliser dans plus de 100 pays différents. Ça vous servira notamment pour débloquer tout le contenu de 35 plateformes de streaming. Vous pouvez changer votre localisation en quelques secondes et profiter du catalogue américain de Netflix par exemple, qui est bien plus riche en termes de contenu. Et du coup, vous pourrez regarder toutes les compétitions sportives en live diffusées sur des chaînes étrangères comme le tennis, le foot, le MMA pour ceux qui aiment un peu la bagarre et évidemment d'autres sports. Alors vous avez aussi un petit plus malin en changeant de région, vous pouvez économiser sur des services en ligne, que ce soit pour des billets d'avion, YouTube Premium, Spotify ou bien Netflix, etc. etc. Évidemment,
c'est à durée limitée ce genre de choses, donc faut être un petit peu habile. CyberGhost VPN applique une politique no logs et fonctionne sur tous les systèmes, que ce soit Windows, iOS, Linux, les Smart TV et même les consoles. Vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents en simultané et régaler toute la famille et même quelques-uns de vos potes s'ils sont suffisamment sympas. Avec le lien en description, vous pouvez avoir CyberGhost VPN avec 83% de réduction et 4 mois offerts, soit un prix de 2,03 € par mois. Vous avez 45 jours pour vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait, donc vous n'avez rien à perdre. Pour commencer, on va parler de la structure organisationnelle de l'écurie. Elle se divise entre l'Angleterre et les États-Unis. Alors on pourrait y voir un problème, mais ça peut aussi se transformer en avantage. Alors vous vous souvenez certainement que Andretti avait construit un quartier général en Angleterre il y a de cela quelques mois, voire quelques années maintenant. C'était effectivement dans l'optique de pouvoir un jour rentrer en Formule 1. Mais désormais, ce bâtiment aux abords de Silverstone qui appartenait entre guillemets à justement Andretti, fait partie de la structure du Cadillac F1 Team. Alors dans ce bâtiment, on peut déjà compter aux environs de 400 personnes qui travaillent, ce qui les place légèrement au-dessus de Haas par exemple en termes de personnel, de nombre de personnel. Cette base à Silverstone sera le cœur des opérations de Cadillac pour son écurie de Formule 1. D'ailleurs, soit dit en passant, ils ont un bail de 10 ans sur leur bâtiment, ce qui permet de se projeter dans un futur de manière un peu plus sereine, de manière un peu plus certaine. Alors du coup, c'est là-bas, à Silverstone, que la voiture se fera assembler, que l'on retrouvera l'équipe de course qui va sur les grands prix de Formule 1, mais aussi là où on trouvera les têtes pensantes et les ingénieurs qui travaillent notamment sur la voiture, en tout cas une partie des ingénieurs. On l'avait vu dans la vidéo sur Prost Grand Prix, la Motorsport Valley en Angleterre, faut y être quand vous êtes nouveau pour attirer les meilleurs talents, et même quand vous êtes ancien finalement, c'est tellement un pôle de talent et de ressources humaines que t'as pas trop le choix. Alors à ma connaissance et de ce que j'ai lu, Cadillac n'a pas encore de soufflerie à elle et part à Cologne chez Toyota Gazoo Racing pour se servir de leur soufflerie. Je vous rappelle encore une fois que l'usine de Toyota Gazoo Racing en Allemagne sert à beaucoup d'écuries de Formule 1 et de constructeurs automobiles en général, qui soient impliqués ou non dans le sport auto, de référence en termes de soufflerie. C'est un peu la soufflerie étalon pour le monde entier, si tu préfères, dans le monde de l'auto et du sport auto, pour savoir si ta soufflerie à toi fonctionne correctement et si tu l'as bien calibrée. C'est quand même balèze comme infrastructure, Cologne, etc. Pour Toyota Gazoo Racing. Et oui, Haas va aussi souffler, comme on dit de temps en temps à Cologne, du fait de son partenariat technique avec Toyota par exemple. Mais qui dit écurie de Formule 1 américaine dit besoin d'être aussi sur le sol américain. Et de ce côté-là, il y a plusieurs bases aux États-Unis. Ils sont en train de construire une usine énorme à Fishers, juste à côté d'Indianapolis, et l'usine devrait être opérationnelle mi-2026 à peu près. Ils ont aussi une base à Charlotte, en Caroline du Nord, que vous connaissez peut-être mieux pour la NASCAR par exemple. Et à Charlotte, on a quoi? On a le Coca-Cola 600 si je dis pas de bêtises. Et ils ont une autre base à Warren dans le Michigan. À Charlotte justement, puisqu'on en parle, on y retrouve notamment le simulateur sur lequel travaillent Simon Pagenaud, Pietro Fittipaldi et Colton Herta. Normalement, c'est aussi à Charlotte que sera développé et conçu le futur moteur de Formule 1 de Cadillac, qui verra le jour dans le début des années 2030, mais on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Bref, si on doit résumer, Silverstone c'est le centre névralgique de l'écurie, mais elle a besoin d'aller en Allemagne, à Cologne, pour se servir d'une soufflerie, doit passer par l'Italie pour aller chercher des moteurs et les cartographies qui vont avec chez Ferrari, et puis doit aussi travailler avec les États-Unis, à Fishers et Charlotte principalement, et il faut que tout ce beau monde, malgré les différents fuseaux horaires, arrive à travailler ensemble et arrive à communiquer au mieux pour aller chercher tout simplement de la performance. Vous l'avez compris, ce n'est donc pas chose aisée. Ceci étant dit, travailler sur plusieurs fuseaux horaires avec une bonne organisation peut allonger entre guillemets les journées de production. En effet, admettons qu'il faille un jour développer et concevoir un aileron avant par exemple. Si à la fin de la journée c'est prêt entre guillemets sur les plans à Silverstone, la partie américaine qui pourrait mettre en production l'aileron avant, il pourrait le faire dans la même journée. Alors c'est juste pour l'exemple, je ne sais pas si ça va vraiment se passer comme ça, mais ça reste une possibilité et donc ça te permet d'étendre entre guillemets ta journée de travail. Il y a donc des avantages à tirer de travailler sur des fuseaux horaires différents. Ceci étant dit, lorsqu'il faut travailler en synchronisation
En même temps, ça peut être un petit peu plus embêtant, par exemple si l'écurie de course à Silverstone doit bosser en même temps que le simulateur à Charlotte, voilà, il faut trouver les bons arrangements et ça demande surtout de l'organisation. Alors j'ajoute évidemment qu'il y a une question de construire une culture d'entreprise puisque, encore une fois, ils partent d'une feuille blanche et que contrairement à d'autres écuries, on a des cultures qui restent relativement similaires car anglo-saxonnes, mais tout de même différentes parce qu'on parle à la fois de l'Amérique et de l'Angleterre, voilà, les États-Unis et le Royaume-Uni. Bien évidemment, il y a des individus de plusieurs autres nationalités, donc il va falloir créer un environnement qui soit intéressant et qui pousse à délivrer le meilleur chez les êtres humains qui sont dans cette écurie pour aller chercher de la performance et ça passe par construire des valeurs communes qui valorisent l'humain, son développement et qui aiment avoir tout simplement aussi de l'ambition. Si tu n'as pas d'ambition, je pense qu'il va falloir choisir autre chose que la Formule 1. Alors c'est ce que justement racontait Graham Loudon dans le High Performance Podcast que je vous recommande et qui est en lien en description. Et pour faire fonctionner tout ce beau monde, il s'est basé sur une structure managériale assez plate comme on dit, pas trop verticale mais assez plate et très similaire à ce que l'on a connu dans le projet Apollo de la NASA. Alors non, ils vont pas envoyer un homme ou une femme sur la Lune, mais construire 2 Formule 1 qui vont disputer le championnat du monde en 2026 en partant d'une feuille blanche il n'y a pas si longtemps, sachant que faut tout mettre en place. Ouais, on se rapproche quand même pas mal le truc, vu le timing un peu Serax de l'enfer qu'ils ont eu pour bosser quoi, donc intéressant. Alors, je vous le disais dans la vidéo de début d'année sur Cadillac qu'on avait fait, poser 2 voitures sur la piste à Melbourne qui arrivent à rouler et qui font des temps corrects, c'est une victoire en soi, voire même poser une voiture sur la piste dès le premier jour des essais hivernaux qui vont se dérouler d'ailleurs à huis clos, ce sera là aussi une véritable prouesse je trouve pour Cadillac. Dans une récente interview avec Eurosport, Simon Pagenaud, l'un des pilotes de test qui va aider justement sur le développement de la voiture et de l'écurie à travers le simulateur, disait qu'il avait déjà vu l'aileron avant produit, donc il existe cet aileron avant, c'est déjà une bonne nouvelle, donc le travail est en bonne voie. Simon disait aussi que les premiers crash tests s'étaient bien passés, qu'ils avançaient au rythme prévu, donc là aussi, gros point validé pour le moment, même s'il y en a encore bien d'autres à aller chercher, mais en tout cas, il n'y a pas une couille dans le pâté comme on dit. Et ce qui est hyper intéressant, c'est comment Cadillac a commencé à travailler en partant d'une feuille blanche, parce que ils n'ont pas d'ancienne Formule 1 pour travailler dessus. Ils ont des modèles de simulation à créer, des données à aller chercher eux-mêmes. Bref, c'est pas simple et c'est un réel problème et un casse-tête. Alors, voilà ce qu'ils ont fait pour le résoudre. Cadillac s'est dit, on va commencer comme ça. On va se servir du règlement 2026 de Formule 1 pour construire une maquette, en déduire l'aéro, l'appui aéro qu'on attend, la traînée, etc. Ce qui a évolué au fur et à mesure avec le règlement, parce que le règlement a évolué aussi. Et ils ont rentré au fur et à mesure les données dans le simulateur. Et puis, comme ils ont commencé aussi à travailler à la conception de la voiture, ils ont mis aussi cette voiture, ou en tout cas une maquette en soufflerie. Et donc la soufflerie a permis de nourrir le simulateur pour pouvoir avancer et développer et trouver de la performance en plus. Et à son tour, le simulateur a donné des directions de développement pour justement nourrir la maquette, que ce soit l'aéro, la mécanique, etc. Tout ça, ça se retrouve une nouvelle fois dans la soufflerie qui va venir renourrir le simulateur pour ajuster les datas, etc., etc. Sauf que pour nous spectateurs, on part du principe que le simulateur permet de travailler uniquement le pilotage de la voiture au global et à tester peut-être quelques pièces aéro entre guillemets pour confirmer ce que l'on a trouvé en soufflerie, sauf que non, le simulateur simule l'entièreté évidemment de la voiture et surtout permet de travailler et de développer des systèmes entiers sur la voiture. Typiquement, Simon Pagenaud a travaillé sur la mise au point de la direction assistée ou encore sur le système de freinage qui va être différent de ce que l'on a connu jusqu'à présent. En effet, les freins arrière vont être probablement plus petits du fait que l'on fasse plus de recharge par la récupération d'énergie au freinage sur le train arrière, contrairement à aujourd'hui où c'est majoritairement le MGU-H qui se trouve sur l'axe du turbo qui arrive à produire le plus d'électricité pour les batteries de la voiture. Il faut donc revoir le système de freinage dans sa globalité pour pouvoir optimiser la recharge, optimiser la performance de la voiture sur un tour, sur un relais et sur l'entièreté d'une course. Mais il faut aussi pouvoir faire en sorte que ce système de freinage soit le plus naturel possible d'un point de vue pilotage ou du moins qu'il soit facile à faire fonctionner. C'est là aussi que les rôles des pilotes de simulateur dans toutes les écuries de F1 présentes sur la grille pour 2026 vont être absolument cruciales afin de diriger et de pondre une manière de piloter facile ou naturelle mais quand même performante. Et puis,
Tous ces systèmes-là, va falloir aussi les adapter ou en tout cas les tester sur plusieurs configurations de circuits différentes parce que Monza, c'est pas la même chose que Monaco. Évidemment, l'un des points les plus importants pour n'importe quelle équipe de Formule 1 ou n'importe quel simulateur, c'est le fameux tire model, le modèle de pneumatique. Et si vous roulez sur iRacing ou LMU, peu importe, hein, vous savez de quoi je parle. Cadillac part avec certes un petit peu de retard sur la connaissance des pneumatiques, mais pas autant que ce que l'on aurait pu imaginer entre guillemets. En effet, les pneus restent une science inexacte. Qu'on soit bien d'accord. Il n'y a jamais un pneu qui se ressemble pareil, même si tous les manufacturiers tentent de faire comme ils peuvent. En fait, ça demande un ressenti du pilote qui est très particulier, qu'on ne retrouve généralement que dans la réalité, très peu en simulation, même si les modèles de pneus sur les simulations, soit que nous on a, soit que les équipes de F1 ont, s'affinent évidemment avec les années. Et oui, le tire model, c'est toujours le problème, même en Formule 1. Là aussi, Cadillac a pris un petit peu un chemin inédit, vous allez voir. Alors du coup, Pirelli a donné à toutes les écuries, y compris Cadillac, des données sur leurs pneumatiques 2026. Mais là où le bas blesse pour Cadillac, c'est que contrairement aux écuries présentes aujourd'hui en Formule 1, qui elles peuvent tester des pneumatiques 2026 sur des voitures mulées entre guillemets, des espèces de voitures un peu Frankenstein, ils les testent à l'aveugle déjà premièrement, et c'est pas le cas de Cadillac, ils n'ont pas de voiture. Et puis les écuries ont des années et des années de données sur ce que fait Pirelli, même si Pirelli a parfois du mal à comprendre eux-mêmes leurs propres pneus. Bon, voilà. Toutes les écuries sauf Cadillac ont quand même des datas. Alors Cadillac est d'abord parti d'un modèle de pneumatique d'IndyCar afin d'avoir une première base pour son simulateur. Et puis, il l'a fait évoluer avec les données que Pirelli leur a données. Et forcément, c'est une boucle qui va continuellement évoluer au fur et à mesure que l'équipe va rouler et récupérer justement des données sur les pneus directement en piste. Mais ça, c'est pas avant début 2026. L'autre partie intéressante dont parlait Simon Pagenaud dans cette interview sur Eurosport était le fait que les pilotes avaient jamais un très bon ressenti lorsqu'ils arrivaient dans un simulateur et que ça permettait justement de faire de bons ajustements vis-à-vis de la réalité. En revanche, et c'est un peu le propre de l'être humain, les pilotes arrivent à s'habituer au simulateur pour bien travailler, mais là est tout le problème. Parce que, à force de s'habituer, on n'arrive plus à le faire progresser vers la réalité et à trouver des défauts. Donc le but finalement pour un pilote, c'est de pas trop s'habituer à un simulateur de peur qu'on s'éloigne de la réalité. L'autre chose, et en vrai j'adorerais que cela se passe, c'est de finalement donner du temps de piste dans le réel aux pilotes de simulateur pour qu'ils puissent faire de la corrélation de ressenti entre guillemets pour eux entre la voiture dans la réalité, la piste, etc. et leur outil de travail quotidien qui est le simulateur. Donc, il faut l'espérer, même si avec son grave accident, Simon Pagenaud a pris une retraite forcée du sport automobile. J'aimerais bien le voir faire peut-être quelques tours dans une Formule 1 d'ici peut-être quelques mois ou un an ou ce genre de truc, mais bon, on va pas trop y compter, mais on espère pour toi Simon que ça se fera un jour. L'autre travail important dans le simulateur va être évidemment le moteur. Alors là aussi, c'est un tout nouveau moteur et l'avantage que peut en tirer Cadillac, c'est qu'ils n'ont pas à le construire eux-mêmes pour le moment. Du coup, ils sont tributaires de Ferrari qui va leur donner des données justement sur leur propre moteur 2026. Cela va permettre à Cadillac d'affiner leur modèle sur leur simulateur, mais c'est le cas de toutes les équipes clientes. Je pense à Williams, à Haas, à Alpine, etc., etc. Et donc ces derniers mois, ils ont à la fois développé leur propre simulation, mais ils ont aussi testé plusieurs composants de leur future voiture et les ont affinés. C'est donc un double travail que Cadillac a fait, hyper prenant de faire à la fois la conception et l'affinage de leur propre outil de simulation et de travailler pour concevoir et développer des pièces de leur propre voiture qui doit rouler dans un peu moins de 130 jours désormais pour trouver de la performance, quoi. D'ailleurs, pour terminer sur ce sujet, la voiture 2026 de Cadillac, peu importe la performance que l'on va attendre, elle a pour rôle d'être une première base sur laquelle l'équipe va pouvoir vraiment travailler pour les années à venir. Alors je pense qu'ils attendent avec impatience de pouvoir la poser sur la piste pour pouvoir enfin faire une véritable corrélation entre la réalité et ce qu'ils retrouvent dans leur outil de simulation, que ce soit sur l'ordinateur, la soufflerie ou le simulateur. Donc contrairement à d'autres équipes de Formule 1, Cadillac ne sait pas vraiment à quoi s'attendre lorsqu'elle va poser la voiture sur la piste, bien qu'elle ait une idée grâce à leurs outils de simulation qu'ils ont dans l'usine. Mais disons que oui, ils vont plonger un peu dans le grand bain, un peu sans les brassards, en espérant que la théorie de savoir nager, vous savez, sur le bord de la piscine au sec, va leur permettre de pas couler ou du moins de pas trop boire la tasse.
Bon alors on a vu tout l'aspect technique organisationnel qui est assez intéressant. Maintenant forcément je suis obligé de vous faire un petit point sur la partie business parce que bon, moi ça me fait un petit peu kiffer aussi et là aussi il y a eu des changements. Bon alors Cadillac en Formule 1 pour le moment ça reste sur un modèle similaire à ce que l'on a connu avec Sauber et Alfa Romeo il y a quelques années. À l'heure actuelle et au moment où j'écris ces mots, ce sera peut-être plus le cas quand la vidéo sortira, mais Cadillac n'a toujours pas pris de part dans l'entreprise qui détient la licence pour courir en Formule 1. Cette entreprise, aujourd'hui, on la connaît sous la dénomination de TWG, dont Dan Taoris est le PDG. En revanche, il paraît évident qu'il doit y avoir un accord de partenariat qui permet à TWG d'exploiter la marque Cadillac, notamment en Formule 1. Alors, la situation actuelle a quand même un double intérêt pour à la fois TWG et Cadillac. C'est que, premièrement, TWG a la propriété de l'écurie de Formule 1 et donc va pouvoir valoriser le fait d'avoir une entreprise qui court en Formule 1 et on sait que cela s'estime à au moins 1 milliard de dollars. Voilà, il faudra un petit peu de temps avant d'arriver à cette valeur pour cette entreprise, mais voilà, on sait à peu près à quoi s'attendre. Comme Cadillac n'a pas encore pris de part dans cette entreprise, si demain TWG se dit tiens, et si on allait chercher, je sais pas moi, Buick, Dodge, peu importe, une autre marque américaine de voitures, comme sponsor pour notre écurie de Formule 1, parce que Cadillac, en fait, flemme et c'est chiant, le board a changé, machin, et que Buick, Dodge ou machin propose plus de thunes, personne peut dire non, hein. Donc ils ont une liberté totale théoriquement. Encore une fois, ça reste un exemple. Et pour Cadillac, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont les bénéfices de la renommée d'être associés au championnat du monde de Formule 1 sans devoir dépenser énormément d'argent, comme c'est le cas par exemple pour Audi, ni énormément de ressources techniques, ni énormément de ressources humaines. Car c'est TWG qui s'en occupe, notamment avec l'expérience qu'ils ont avec Andretti en IndyCar par exemple. Mais du coup, c'est un réel problème pour la Formule 1 parce que Cadillac, à part sa bonne parole, n'a donc pas d'engagement ferme entre guillemets d'un point de vue financier, technique ou humain en Formule 1. Et ils peuvent décider de partir à tout moment s'ils en ont envie. C'était donc un problème jusqu'à il y a encore pas si longtemps. Bon alors vous l'avez peut-être lu dans la presse il y a quelques semaines ou peut-être depuis quelques mois, Cadillac General Motors et TWG ont créé ce que l'on appelle en anglais une joint venture, une co-entreprise, pour commencer à travailler sur un moteur de Formule 1. Donc TWG et General Motors sont liés par cette entreprise moteur qui s'appelle GM Performance Power Unit. Aujourd'hui, ils estiment pouvoir arriver avec leur propre moteur de Formule 1 pour 2028, c'est-à-dire 2 ans après la mise en application de ce nouveau règlement technique moteur, ce qui ne fait pas tellement sens parce que ce cycle de réglementation pourrait se finir en 2030 ou plutôt, maintenant on commence à voir le bout du truc, 2031. Donc dépenser des centaines de millions de dollars pour arriver en Formule 1 avec un moteur qui a 2 ans de retard sur la concurrence et seulement 3 ans maximum de durée de vie, c'est un non-sens économique et un non-sens au niveau de la performance, je trouve. Il faut noter aussi que cette joint venture, encore une fois, est toute récente, demande encore beaucoup de travail pour être opérationnelle, et ça va être le travail de qui? Le travail de Adam Baker. Oui, Cadillac est allé recruter Adam Baker, qui récemment était le leader du projet Audi en Formule 1, dont il a été le CEO jusqu'en avril 2025, lorsque Audi a commencé à changer le management et à laisser un peu plus les clés de la baraque à Mattia Binotto et Jonathan Whitley. Adam Baker, il a travaillé avec Cosworth en 2002, il a travaillé sur le projet BMW en 2005, tout ça en Formule 1 évidemment. Cadillac est donc allé chercher une pointure pour mettre en place un programme moteur en Formule 1. Et si on prend exemple sur le projet Audi, notamment sur le moteur, c'est un projet qui demande aux alentours de 4 ans, voire 5 ans. Et donc si on le réplique sur le projet Cadillac, cela voudrait dire que le moteur américain ne verrait le jour qu'aux alentours de la fin de réglementation 2026 entre guillemets, hein, donc aux alentours de 2029-2030, et donc potentiellement plus tôt pour la prochaine ère de réglementation moteur. Et donc, GM Performance Power Unit a été créé pour concevoir et développer des moteurs pour la Formule 1. Et ça commence à faire sens, mais pour l'après-réglementation 2026. Effectivement, tout le travail de Adam Baker aujourd'hui va être de tout organiser d'abord, et cela va prendre 1 an, voire 2, pour ensuite commencer à travailler sur la prochaine ère réglementaire des moteurs, qui jusqu'à présent se dirigeait vers les V8. Est-ce que c'est un avantage pour General Motors et les Américains qui aiment bien les V8? Je ne sais pas. Mais les V8 voulus par monsieur Mohamed Ben Sulayem, le président de la FIA. Mais
c'est encore flou et ça pourrait se diriger vers peut-être d'autres technologies d'ici là. Donc oui, Cadillac se retrouverait à être enfin une écurie usine / constructeur à partir de la prochaine ère réglementaire de la Formule 1. Donc on peut voir une réelle implication aujourd'hui du constructeur américain par des faits plus que par des annonces dans la presse. Et même si le grand public ne voyait pas cela, ce n'était pas à l'avantage de la Formula One Management, l'entreprise qui fait le business de la F1, qui pouvait se retrouver à avoir accepté un projet d'une 11e écurie où finalement le constructeur pouvait se barrer parce que, je ne sais pas moi, flemme par exemple. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. On attend de voir que Cadillac ou General Motors prennent des parts dans cette écurie de Formule 1, cette entreprise-là, qui est TWG. Alors General Motors bénéficie finalement d'une très bonne structure pour son aventure F1 où elle limite les risques financiers puisqu'elle ne détient aucune part de l'écurie de F1 de son propre nom et engage un travail technologique pour des moteurs et donc c'est un investissement qui fait relativement sens pour le groupe et la marque. En plus de ça, elle bénéficie du rayonnement de sa marque Cadillac à travers le monde de la Formule 1 à moindre coût, même si on peut partir du principe que l'entreprise finance en partie l'écurie, mais pour l'instant, tout cela, on n'en a pas la trace dans les bilans des entreprises. On devrait donc avoir une stabilité de cette 11e écurie de Formule 1, mais attention, si jamais les résultats sont trop mauvais pour General Motors et Cadillac, ils ont à date, encore une fois, la possibilité de partir puisqu'ils n'ont pas d'engagement financier pour le moment, dans le sens, encore une fois, d'avoir pris des parts de la société TWG et ils peuvent réorienter à tout moment le programme concernant les moteurs pour aller sur d'autres catégories ou tout simplement en faire un centre de développement pour les futures voitures de la marque, les futures voitures de route évidemment, comme c'est le cas à Viry-Châtillon aujourd'hui à partir de 2026 quand ils arrêteront l'activité F1. Bon alors dans tous les cas, le projet commence quand même à prendre forme. On a vu récemment que l'écurie a signé un premier gros sponsor qui est Jim Beam. C'est une marque d'alcool détenue par un conglomérat japonais de nourriture et de boissons qui est la 3e plus grosse entreprise du secteur dans le monde après Diageo et Pernod Ricard tout de même. Cocorico. Autre sponsor qu'ils ont récupéré, Tommy Hilfiger, qui est devenu leur équipementier, donc ça tape quand même dans des jolies marques pour le coup. Je suis certain qu'on verra d'autres sponsors arriver au fur et à mesure des semaines à venir, au fur et à mesure qu'on se rapproche de 2026 et puis on verra tout ça au moment de la présentation de la voiture. Pour le moment, les têtes pensantes du projet Cadillac ne voient pas d'inconvénient d'investir des centaines de millions de dollars. On parle aujourd'hui d'un chèque ou en tout cas d'une fourchette d'investissement qui tape les 300 millions de dollars investis. Et avoir une écurie de Formule 1 permet à terme d'avoir un actif financier d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars. Donc en fait, balancer des millions, voire des centaines de millions, ça peut le faire. L'autre point très intéressant dont on ne parle pas beaucoup, ce sont les recrutements que Cadillac a réussi à faire. Je vous disais qu'à Silverstone, on comptait pas loin de 400 personnes déjà au travail et on voudrait atteindre la taille de 600 à 650 personnes pour début 2026 ou mi-2026, ça dépend. Et aux États-Unis, on compte pas loin de 200 personnes à Charlotte, là où on trouve le simulateur par exemple. Et la nouvelle grosse usine de Fishers va aussi devoir recruter beaucoup de personnel. Bref, et je parle même pas de celle qui est dans le Michigan. Enfin bon, il y a encore du recrutement à faire. Alors, la vraie question, c'est comment on attire du personnel qualifié qui a envie de rentrer en Formule 1 ou d'aller chercher des personnes qui sont déjà en Formule 1 dans d'autres écuries lorsque vous construisez un projet à partir d'une feuille blanche. Parce que va falloir de sacrés arguments quand même. Et ça, du coup, c'est encore un problème. Alors, sur le papier, lorsqu'un ingénieur est dans une écurie, il a tout intérêt à aller dans une autre écurie déjà présente sur la grille, car il aura une stabilité et il sait où est-ce qu'il met les pieds parce que, en fait, il voit les résultats de la saison précédente, etc., etc. Et dans ce contexte-là, il ne met pas nécessairement sa carrière en danger non plus. Ce qui n'est pas forcément le cas avec Cadillac. Il semblerait que Cadillac ait réussi à attirer beaucoup d'ingénieurs qualifiés par le simple fait que cette année, même s'ils sont sujets au cost cap, et donc ne peuvent pas dépenser des sommes faramineuses dans tous les sens, Cadillac n'a pas besoin de dépenser aux alentours de 50 millions de dollars pour envoyer du personnel sur les grands prix de Formule 1 pour pouvoir faire rouler des voitures. Et donc ces 50 millions de dollars qu'ils ne dépensent pas en 2025, ils peuvent s'en servir, les mettre dans des arguments financiers pour les ingénieurs. Alors, ils peuvent utiliser ces 50 millions de dollars non pas pour augmenter des salaires et devenir l'écurie qui paye le mieux le personnel en Formule 1 aujourd'hui et attirer de nouvelles personnes, mais simplement pour s'en servir comme d'un bonus à signature pour des ingénieurs. De cette manière, les salaires sont sensiblement
les mêmes que dans d'autres écuries, et donc ils ne se mettent pas bêtement en danger à avoir une masse salariale qui soit au-dessus du cost cap qu'ils allaient avoir en 2026. Dans tous les cas, Cadillac restera encore un petit peu loin du cost cap de la F1 concernant la masse salariale, puisqu'ils n'ont pas la taille critique de certaines autres écuries qui sont aujourd'hui, qui vont presque au-delà des 1000 personnes. Bon alors, vous l'avez compris, dans une écurie de Formule 1, généralement, j'aime bien différencier deux aspects des entreprises. Vous avez toute la partie usine à la maison où on travaille sur la voiture, le développement, la recherche de performance, la simulation, etc., etc., etc. Et puis vous avez l'autre partie qui est donc ce que l'on appelle plus communément l'équipe de course, celle qui va sur les Grands Prix. L'équipe de course, ce sont les hommes et les femmes qui terminent le job et exploitent donc les voitures avec les pilotes, etc. C'est un peu la partie émergée de l'iceberg que nous on voit à la télé, dans les paddocks, dans les stands, sur la piste, etc. Donc on a vu, ça travaille dur à l'usine, que ce soit Simon Pagenaud à Charlotte par exemple, que ce soit à Silverstone pour développer et construire la voiture, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres bâtiments, bref, il n'y a pas de souci, ça avance. En revanche, l'équipe de course, comment est-ce qu'on peut l'entraîner? Parce que c'est pareil, les arrêts au stand, la manière dont on va monter et démonter une voiture lorsqu'elle va avoir des problèmes, lorsque l'on va arriver sur un week-end de Grand Prix, comment on se met en place soi-même, comment on met en place la petite structure des stands, vous savez, les panneaux, etc., les camions ateliers, où est-ce que se trouvent les pièces détachées, etc., etc., où est-ce qu'on range les outils et tout. Tout ça, Cadillac, elle part de zéro. Nouveau problème. Alors, vous l'avez peut-être vu passer, mais Cadillac a d'ores et déjà commencé à simuler des grands prix de Formule 1 en étant à la maison, mais en faisant comme si il prenait part au championnat du monde 2025. Alors, de mémoire, je ne sais pas si ça a été le cas depuis, mais ils ont simulé le week-end de Grand Prix à Monza avec du simulateur, une équipe de pitwall virtuel entre guillemets, et a fait comme si les pilotes étaient disponibles à certains moments et pas à d'autres, conformément à l'agenda qu'ils vont avoir sur les Grands Prix avec les obligations qu'ils ont, etc. Donc comme ça les met vraiment, ils ont essayé de se mettre dans une situation la plus réelle possible. En fait, ça paraît un peu bête comme ça, mais ça permet de roder l'équipe de course et de pouvoir comprendre et voir l'organisation à adopter, les défauts qu'il peut y avoir dans les processus et les besoins d'améliorer certaines communications entre certains départements, les individus, etc. pour aller chercher encore une fois des automatismes et donc de la performance. Comme ça, le jour J à Melbourne, là en 2026, l'écurie Cadillac aura forcément des petits défauts, des petits retards, etc. Pas mal de petites choses à corriger, c'est normal, mais comme je vous le disais, elle sera lancée dans le grand bain en ayant un aperçu du petit bain à la maison. Donc normalement, ça devrait mieux se passer que s'ils découvrent tout le jour J, quoi. En revanche, là où on peut un peu moins simuler la chose, ce sont pour les mécanos qui vont être sur les Grands Prix et qui vont travailler directement sur la voiture. Le plus grand problème, c'est que pour le moment, Cadillac n'a aucune voiture sur laquelle travailler, même si les mécanos, je suppose, sont impliqués dans la construction et la conception de la voiture, parce que faut bien pouvoir accéder à toutes les pièces relativement rapidement si on a envie de les changer. Cadillac n'a pas une ancienne F1, n'a pas spécialement une IndyCar, je ne sais pas si ça fait sens, mais je pense pas. Bref, c'est un peu compliqué et donc c'est un nouveau problème auquel il faut faire face. Alors, Cadillac, avec son partenaire, Ferrari, a demandé à pouvoir rouler une ancienne Formule 1, que ce soit celle de 2023 par exemple, voire même une de 2019, et donc de l'ancienne réglementation. Alors ce test, bien qu'il paraisse relativement anodin, notamment pour que un Sergio Pérez puisse se refaire un peu la main dans une Formule 1 après presque un an sans avoir roulé, a attiré forcément quelques controverses. En effet, d'un point de vue strictement réglementaire, prêter une voiture à un concurrent, c'est juste formellement interdit. Voilà. En effet, en partant du principe que Racing Bulls, par exemple, partage l'année prochaine le même moteur que Red Bull, il pourrait très bien demander des anciennes voitures de chez, je sais pas moi, Red Bull, par exemple, pour se faire la main avec le moteur, par exemple. Voilà, tu sais, c'est juste histoire de pouvoir rouler, quoi. Alors, c'est vrai que de cette manière, entre guillemets, Cadillac accède d'une manière ou d'une autre à la propriété intellectuelle de Ferrari, en tout cas une propriété à laquelle on n'a pas le droit de toucher normalement, qui est interdit par le règlement. Ceci étant dit, il y a un changement de réglementation à la fois sur la partie châssis et sur la partie moteur. Donc les voitures de 2022 par exemple, ou en tout cas de la réglementation 2022, ont presque peu d'intérêt. Et alors si on retourne avant le règlement 2022, donc sur des voitures d'ancienne génération, là aussi ça devient de moins en moins intéressant, mais c'est toujours cette prix entre guillemets quand même pour voir
le fonctionnement de la voiture, etc. Enfin, pour se mettre dans des conditions réelles, quoi. Donc ceci étant dit, les tests que Cadillac va faire vont permettre surtout de pouvoir valider une corrélation entre la piste et les outils à l'usine, prendre des réflexes, prendre des habitudes pour tout le personnel, que ce soit en piste, permettre à un pilote qui n'a pas roulé justement comme on le disait depuis presque un an de se refaire un peu la main au volant d'une voiture de Formule 1, de pouvoir aussi comprendre et mettre en pratique les systèmes spécifiques de Ferrari. Et encore, ils vont peut-être un peu changer forcément pour 2026 ou du moins évoluer, donc ce ne sera pas forcément les mêmes, mais ça va permettre à Cadillac de s'approprier le langage entre guillemets que Ferrari utilise pour ses power units. Bref, oui, on peut le dire, c'est un cas un peu particulier qui, de mon point de vue, ne dérange pas tant que ça, mais d'un point de vue réglementaire, pourrait ouvrir une brèche dans laquelle pourraient s'engouffrer certaines équipes qui sont clientes d'un moteur, d'une autre écurie sur la grille, et voilà. Donc, bon, il va falloir faire attention à bien resserrer les vis. Alors, tout ce test-là dont je vous parle avec une ancienne Ferrari, c'est ce que l'on appelle des TPC, des Test of Previous Cars. Ils vont être faits évidemment à Silverstone, puisque c'est le quartier général de Cadillac, qui est juste à côté du circuit. Tout le monde dans l'écurie va pouvoir travailler des procédures, les arrêts au stand, les changements de pneus, la communication entre la voiture et le muret des stands, entre le muret des stands et l'usine. Bref, ils vont pouvoir effectivement se mettre en conditions réelles et pouvoir se tester et vraiment pouvoir tout tester, donc et voir ce qui va et ce qui ne va pas. Alors oui, je vous ai surtout parlé de Sergio Pérez jusqu'à présent, qui allait tester l'ancienne Ferrari a priori. Bon, et pourquoi je vous ai parlé surtout de lui et pas de son futur coéquipier Valtteri Bottas? La raison, elle est relativement simple, c'est que Valtteri Bottas, il est encore sous contrat chez Mercedes jusqu'à la fin de l'année, il a encore des obligations avec Mercedes et devra les remplir jusqu'au bout. En revanche, Sergio Pérez, lui, il n'a pas de job, il est un peu au chômage et donc il est disponible pour pouvoir venir travailler avec Cadillac pour préparer la saison 2026. Il a déjà été d'ailleurs dans le simulateur, il a déjà travaillé avec Simon Pagenaud pour dire ce qu'il y avait de bien, ce qu'il y avait de moins bien par rapport à son ressenti, etc. Et forcément, il sera le pilote préféré entre guillemets pour venir faire le test grandeur nature à Silverstone et rôder l'équipe en vue de la saison. Sauf si d'ici là, Bottas est par exemple disponible, je ne sais pas, mais a priori, ça se dirige plutôt vers Pérez. D'ailleurs, pour vous donner rapidement mon avis sur Sergio Pérez et Valtteri Bottas, on avait déjà parlé dans le vlog aux Pays-Bas avec Brice dans la voiture, globalement, c'est un line-up pas forcément très sexy, mais qui est exactement ce dont Cadillac a besoin, de l'expérience, du retour technique, un peu de vitesse tout de même, et surtout des pilotes qui ont fait partie d'écuries championnes du monde et qui connaissent les process nécessaires pour faire fonctionner correctement une écurie, notamment un top team. Tout simplement. Donc là, il y a une expérience géniale à prendre de la part des deux pilotes. Et justement, Sergio Pérez et Valtteri Bottas n'ont que le rôle d'aider à construire l'écurie Cadillac et représentent aussi chacun à leur niveau certains atouts marketing intéressants. Sergio Pérez ramène forcément une base de fans mexicaine et américaine avec lui et des gros sponsors. C'est aussi un bon pilote d'un point de vue marketing pour la Formula One Management, pour la Formule 1 en elle-même, et permet de pérenniser les Grands Prix en Amérique du Sud, notamment celui du Mexique. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Et puis de son côté, le Valtteri Bottas, qui d'ailleurs s'est complètement décomplexé depuis quelques années, représente une sorte de Daniel Ricciardo à la finlandaise, avec qui cela peut être intéressant de construire des campagnes de communication un peu différentes et un petit peu plus créatives que si c'était un Carlos Sainz qui joue au golf en chemise. D'ailleurs, j'ai pas mis de chemise aujourd'hui, un peu la flemme, je vous le cache pas, mais ça va revenir. Alors maintenant, la vraie question, c'est combien de temps Sergio Pérez et Valtteri Bottas vont rester chez Cadillac? Car oui, il y a un autre pilote que Dan Taoris pousse pour qu'il arrive un jour en Formule 1, et ce pilote, il est américain, et il s'appelle Colton Herta. Alors oui, le pilote américain a déjà roulé dans les catégories juniors en Europe, il y a de ça longtemps, parce que c'était aux côtés de Lando Norris notamment en F4 britannique de mémoire. Depuis, il est retourné aux États-Unis, il a roulé en Indy Light, qui est l'antichambre de l'IndyCar, et il a fini par rouler en IndyCar, sans faire de très grands résultats. Il a performé, mais de là à dire que c'est un crack, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. Alors c'est aussi le moment de vous rappeler de lui, car il avait fait un test à Portimao, je crois, en 2022 avec McLaren, mais depuis, l'écurie britannique n'avait pas donné suite. D'ailleurs, McLaren est en procès avec un autre pilote d'IndyCar dernièrement, mais ça c'est un autre sujet qu'on aura le temps d'aborder d'ici la fin de saison, donc on en reparlera.
Alors Colton Herta a tout de même fini deuxième du championnat d'IndyCar en 2024, mais la saison 2025 a été un petit peu plus compliquée puisqu'il finit sixième à égalité de points avec le septième de mémoire. Alors aujourd'hui, l'Américain ne réunit pas suffisamment de points pour obtenir ce que l'on appelle la super licence et pouvoir rouler justement en Formule 1. C'est leur permis de conduire si tu préfères. Et c'est pour cela que Colton Herta va très certainement rouler en Formule 2 l'année prochaine pour marquer suffisamment de points pour obtenir sa super licence pour 2027. Alors je suis certain que l'on verra Colton Herta effectuer des séances d'essais libres le vendredi matin comme on dit. Là aussi vous marquez normalement quelques points je crois pour la super licence ou en tout cas vous remplissez quelques conditions supplémentaires. Il aura l'avantage d'apprendre à connaître les pneus Pirelli même s'ils seront différents en Formule 2 par rapport à la Formule 1. Alors Colton Herta a l'avantage d'avoir un plan de carrière relativement tout tracé pour les prochaines années. Il est payé par TWG, ces saisons aussi car il avait un contrat qui court jusqu'à fin 2027 ou c'était fin 2026, je ne sais plus, puisqu'il roulait avec Andretti en IndyCar, une des filiales de TWG Motorsport. Il représente l'avenir de l'écurie et donc va forcément travailler dans le simulateur. On le verra probablement effectuer des TPC, donc des Test of Previous Cars, si cela tient toujours avec la Ferrari. Bref, on prépare un futur pilote américain en bonne et due forme. Alors du coup, la question à $1 million que je vous pose, et dont personne n'a la réponse aujourd'hui évidemment, sinon c'est pas marrant, c'est où est-ce que l'on attend sportivement Cadillac en 2026 ? La seule chose que j'espère, c'est qu'il ne nous fasse pas une HRT ou une Caterham, c'est-à-dire avoir une voiture qui soit à 4 ou 5 secondes des temps du peloton. Ça, c'est le pire scénario possible. Et j'espère, mais on le saura qu'au bout de quelques Grands Prix, que Cadillac sera dans le peloton. J'espère, même s'ils sont derniers, c'est pas grave, mais qu'ils soient pas complètement décrochés et plus lents qu'une Formule 2. Sinon là, ça va être catastrophique. Ça va être chiant. Ça va pas être cool pour eux, ils vont pas passer un bon moment. Alors, dans tous les cas, ce sera une saison d'apprentissage. Nous ne sommes pas à l'abri qu'ils réalisent quelques petits exploits, une petite Q2, une petite Q3, des points, pourquoi pas. Mais ce que l'on regardera particulièrement, c'est l'exécution de leur week-end et à quel point ils arrivent à progresser. Rendez-vous donc dans 130 jours pour voir le premier départ d'une nouvelle écurie américaine dans le championnat du monde de Formule 1. En attendant de voir si Cadillac tiendra ses promesses, vous pouvez vous aussi prendre un petit peu d'avance et protéger vos données grâce à CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. Avec le lien en description, vous avez 83% de réduction et 4 mois offerts, soit à peine 2,03 € par mois. Et en plus, vous êtes remboursé sous 45 jours si vous n'êtes pas satisfait. Encore une fois, merci à CyberGhost VPN de soutenir la chaîne et merci à vous de regarder ces vidéos jusqu'au bout.